Geneviève Fioraso, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors, un mot à la une de votre actualité. FUN, F-U-N, qui est le nom donné par le gouvernement donc au plan numérique pour l'université. FUN, F-U-N, donc pour France Université Numérique, après la rentrée universitaire. Et alors que se réunit aujourd'hui la conférence des présidents d'universités à Paris, pas sûr que FUN soit le mot qui convienne tout à fait à la situation des universités françaises. 15 universités sur 76 sont à l'effet en déficit. Comment expliquer la mauvaise santé financière de l'université? Que va changer aussi l'introduction du numérique dans l'enseignement supérieur et la sélection en l'entrée de l'université, la performance des universités françaises dans le monde et l'actualité du gouvernement sont donc aussi également au programme ce matin, Madame la Ministre, puisque nous vous recevrons, et je rappelle, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors FUN. Pas fun du tout, les unes de la presse d'aujourd'hui. Geneviève Fioraso, expulsion, un cas d'école pour Libération, l'interpellation en pleine sortie scolaire d'une jeune Rome et l'expulsion de sa famille justifiée par Valls font scandale à gauche, mais François Hollande reste muet. Valls déchire la gauche étant une du Parisien. Polémique, colère des élus de gauche contre le ministre de l'Intérieur. Le Figaro également en une, affaire Leonarda, la gauche s'enflamme contre Manuel Valls. Et puis, à la une de l'Humanité, la photo de Leonarda et une déclaration. Sa déclaration, tout ce que je veux, c'est avec ma famille venir en France, recommencer les cours pour avoir un avenir. Geneviève Fioraso. Alors, bien évidemment, tout le monde ressent une émotion particulière. Sur le fond, il y a une enquête qui a été une enquête administrative qui a été diligentée. Elle rendra son résultat très vite, demain, je crois, et il faut attendre les conclusions pour savoir si le droit a été respecté. Le droit demande à ce que aucune intervention de ce type ne puisse être faite dans un cadre scolaire, parce que c'est quand même ce qui choque. En plus, c'est que le bus scolaire. Le bus scolaire a été arrêté. Tous les enfants ont été témoins de la scène et la jeune fille a été interpellée, semble-t-il, devant ses camarades. Bien entendu, sur la forme, si c'est RS, c'est tout à fait inacceptable. Monsieur Peillon a parlé de la nécessité de sanctuariser l'école. Vous êtes d'accord avec lui? Tout à fait, mais l'école, de fait, est sanctuarisée. Nous avons dénoncé lors du précédent quinquennat des faits de la même nature. Je ne vois pas pourquoi nous changerions d'avis une fois au pouvoir. Encore une fois, attendons le résultat de l'enquête. Partageons l'émotion, parce que je crois qu'une émotion de ce type doit se partager. Pour autant, c'est pas un épiphénomène. Le flux des migrants à l'intérieur de l'Europe doit être réglé sérieusement par l'Europe et doit être débattu au niveau européen. Moi, je suis toujours assez sidéré de voir que l'Europe n'arrive pas à s'accorder et au moins à mettre le débat en route sur ce sujet qui, encore une fois, intéresse l'ensemble de l'Europe. Parce que sinon, de tels cas se reproduiront. Alors là, on met la lumière sur une situation, mais de fait, il y a des situations de migration à l'intérieur de l'Europe qui sont réglées différemment suivant les pays et les législations. Mais est-ce qu'il y a un problème? Et il est temps que l'Europe s'accorde. Geneviève Fioraso, est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème à gauche, entre au fond deux gauches, une gauche qui serait toujours au fond sur des valeurs qu'il avait fait justement fester du temps de l'église Saint-Bernard, et une autre gauche qui se dirait au fond plus réaliste que Manuel Valls, mais enfin que Jean-Marc Ayrault a tout de même rappelé à l'ordre. Dans l'Humanité, sénateur socialiste Richard Yung est très clair, il dit ce qui s'est passé là n'est pas acceptable pour nous, socialistes. Alors, il n'y a pas une méchante gauche et une gentille gauche, une gauche laxiste et une gauche qui serait plus responsable. Il y a un droit qui doit s'appliquer, mais il y a aussi les valeurs fondamentales qui font la grandeur de la France, c'est l'universalité. Là, vous rejoignez Claude Bartolone, c'est ce qu'il disait hier. Il y a la loi, mais il y a aussi des valeurs. Le Premier ministre n'a pas dit autre chose, il l'a dit aussi dans sa réponse. Il y a la liberté, il y a la fraternité, et les choses doivent être faites, le droit doit être appliqué avec humanité. Si nous sommes choqués, c'est parce que les conditions dans lesquelles cela s'est passé, semble-t-il, n'auraient pas respecté ces valeurs. Et à ce moment-là, il a été normal de diligenter une enquête et de faire le clair sur cette affaire. Le Premier ministre l'a dit. Ouais. Il a dit que si le droit qui intègre ces valeurs n'avait pas été respecté, eh bien, le cas de cette famille serait reconsidéré. Et est-ce que le cas de M. Valls serait aussi reconsidéré? Vous avez entendu, comme nous, que certaines voix
au Parti socialiste, réclame sa démission. Est-ce que c'est du règlement de compte interne pour des questions de positionnement, ou bien est-ce que c'est une question qui touche à quelque chose de plus fondamental, à savoir que Manuel Valls a l'air parfois de dicter lui-même la politique dans un certain nombre de domaines fondamentaux comme celui-là? Attention... Geneviève Fioraso. Attention aux ministres à qui on fait porter la cristallisation à un moment donné de telle ou telle pensée. Manuel Valls, c'est un ministre du gouvernement. Le gouvernement assume une politique en matière de sécurité, puisque c'est ce à quoi vous faisiez allusion, qui marche sur deux pieds, la prévention et puis la sanction. Parce que les habitants dans les quartiers demandent aussi des sanctions pour ne pas être pris en otage par la violence. Parce que ce sont les gens les plus en précarité qui sont pris en otage par une forme de violence qui sévit, sur tous les territoires d'ailleurs. Donc il est nécessaire d'avoir une politique de sécurité qui marche sur les deux pieds. Il n'y a pas non plus une gauche angélique, puis une gauche qui serait répressive et qu'on taxerait de droitière. Je crois que là-dessus, tous les élus responsables s'exprimeront de la même manière. Après, il faut que le gouvernement s'exprime toujours d'une seule voix. Et le président, sa voix, est-ce qu'elle ne devrait pas s'exprimer? Parce qu'effectivement, on a entendu le Premier ministre, il y a 2 semaines, quand il y avait eu la question de la capacité de s'assimiler des Roms qui avait été posée d'une façon que Manuel Valls avait posée. Allez, on ne va pas mettre d'adjectif. Monsieur Ayrault était monté à la tribune. Il avait un peu dit ce qu'il a dit hier aussi. Est-ce que c'est pas au président de donner la ligne, justement, dans ce délicat équilibre entre la nécessité d'appliquer la loi et aussi la nécessité de rester ce qu'on est et de respecter ses propres valeurs? Moi, je me reconnais tout à fait, en tant que socialiste depuis plus de 30 ans, dans les propos de Jean-Marc Ayrault, où il y a ces deux impératifs. Protéger le les silence citoyens, du président. Protéger les citoyens et, dans le même temps, assurer la prévention, faire en sorte que les jeunes trouvent d'autres solutions, en particulier que des solutions qui ne sont pas conformes au droit et qui leur prévoient un avenir qui n'est pas un avenir d'insertion et de dignité, j'allais dire. Voilà. Donc, en ce qui concerne la parole du président, on a eu un président dans le précédent quinquennat qui était volubile, oui, et qui parlait toujours, et j'étais député, qui prenait des mesures sous le coup de l'émotion et de la réactivité à l'événement. C'est pas ce qu'on demande à un président, je crois. On demande à un président d'avoir du recul et de parler avec tout le poids d'un président, mais de laisser travailler son gouvernement. Le Premier ministre, aujourd'hui, n'est pas un collaborateur du président. C'est un Premier ministre qui assume la coordination d'un gouvernement. S'il a diligenté une enquête administrative, c'est qu'il pensait qu'il fallait le faire. Donc il faut attendre les résultats de cette enquête, très rapide, puisque les résultats auront lieu demain, avant de se prononcer. Mais j'aimerais parler un peu de l'université d'Argel. On va en parler. C'est prévu, on a 40 minutes. Et encore une fois, la question, si on la met en perspective, et c'est ça aussi le travail d'un gouvernement, et a fortiori d'un président, c'est une réponse européenne. Mais est-ce qu'il y a tout de même, dans les débats que l'on voit surgir, indépendamment du coup de l'émotion, est-ce qu'il y a tout de même, vous sentez-vous, quelque chose qui a changé dans la manière de conduire les questions de sécurité, justement, à gauche, et notamment avec, on le voit bien, le débat tout autour de la montée du Front National. Et on se demande au fond qui de l'UMP ou qui du Parti Socialiste jouera à celui qui maintient de façon orthodoxe une sécurité en France. À une époque, les socialistes se battaient pour qu'on légalise les sans-papiers. Aujourd'hui, on voit bien que les socialistes disent qu'il faut faire respecter le droit et l'humanité, mais enfin tout de même rester très ferme. Il y a bien quelque chose qui a changé dans le paysage. Et est-ce que vous pensez que c'est dû au fond à des échéances électorales et à ce qu'on appelle un futur éventuel bon score du Front National de Geneviève Fioraso? On voit bien que Manuel Valls s'est érigé comme celui qui serait le rempart contre le Front National dans les élections, les futures municipales entre autres et européennes ensuite. Je considère que la meilleure arme anti-populisme, puisque c'est ce dont vous parlez, c'est la connaissance, c'est le débat. Ça ne me choque pas qu'il y ait un débat, même au sein d'un même parti. C'est plutôt sain d'avoir des débats. Mais il faut éviter les postures binaires. Quand quelque chose nous choque, en tant que gens de gauche, ça ne me choque pas qu'un parlementaire ou que des parlementaires s'expriment et expriment ce qu'ils ont ressenti. Ça fait aussi partie du débat à gauche et c'est plutôt sain qu'il y ait un débat et que les points de vue s'expriment. Mais moi, je suis convaincu que la connaissance et le débat sont la meilleure arme anti-populisme et c'est pour ça que j'évite toujours
les débats binaires parce que la connaissance nous amène à voir la complexité des situations. Alors, sur un cas particulier, on va se cristalliser, on va avoir un bon débat binaire et on n'aura rien résolu. Les débats sont toujours beaucoup plus complexes et les problèmes sont complexes. Et en l'occurrence, si on parle de ce problème des flux de population, c'est un débat qui doit avoir lieu au niveau européen parce que l'Europe doit prendre ses responsabilités. Bien, on va faire la transition avec l'université. Est-ce qu'il est encore possible de travailler et surtout de se faire entendre au milieu d'un brouhaha qui est quand même incessant ? Alors, donc, est-ce que le ministre des universités arrive à parler et à faire passer ces messages à propos de l'université? Pour reprendre la même question, mais en la précisant. Est-ce que l'amphi n'est pas trop bruyant, c'est ça? Est-ce que l'amphi n'est pas trop bruyant? C'est ça, est-ce que l'amphi n'est pas extrêmement bruyant? Est-ce que dans ce qui apparaît peut-être à tort comme un chahut, vous arrivez à faire passer une parole? Et on va venir ensuite à cette parole. On va parler des universités. Vous savez, moi je fais depuis 1 an Geneviève Fioraso. Et 5 mois, je fais le tour des universités. J'en suis à peu près à la moitié des sites universitaires, des grands sites, sites parisiens ou des sites de métropole, et puis des sites de villes moyennes. Nulle part, je n'ai entendu le brouhaha auquel vous faites allusion. D'ailleurs, j'ai eu du mal à comprendre votre question. Là aussi, que la diversité des points de vue s'exprime, c'est normal. C'est le lieu, c'est l'université. Si on ne débat pas à l'université, où va-t-on débattre? Si à vrai dire, je vous demanderais de préciser votre question. Le brouhaha, oui. C'est quoi? Il y a un brouhaha politique qui fait qu'on parle d'abord de quoi, que, par exemple, qu'on parle de désaccord au gouvernement et que c'est ça qui domine plutôt que votre travail, par exemple. Donc vous me parlez du gouvernement et pas de l'université. Si, les deux en même temps, je vous disais, c'est la question de transition et nous allons y venir. Mais bon, c'est peut-être compliqué, vous voyez, ce matin, nous sommes contraints parce que c'est l'actualité. Et est-ce que dans cette actualité qui est dense et qui est souvent faite de brouhaha, est-ce que vous parvenez à faire entendre la voix qui parle de votre domaine, qui est l'université? Est-ce que c'est plus clair comme ça? Alors, mon domaine, il est assez universel. C'est l'université, la recherche, l'espace civil. La recherche, ça concerne tous les domaines, puis c'est ce qui est en amont, finalement, de l'avenir de la nouvelle génération. Et puis c'est ce qui est en amont du redressement industriel et donc de la création d'emplois. Donc c'est un domaine très très large. Je ne sens aucun brouhaha dans ce domaine. Et au contraire, on travaille ensemble avec Arnaud Montebourg, qui est plus en aval, avec des collègues qui sont en charge des domaines d'application. Je pense à Marisol Touraine pour la santé, à Fleur Pellerin pour le numérique, à Valérie Fournéron quand il s'agit des questions des jeunes. Vous savez, j'ai été élue locale longtemps. À Grenoble. J'ai exercé des professions différentes. J'ai toujours travaillé en équipe. Je ne conçois pas le travail autrement. Si nous ne travaillons pas de façon transversale au gouvernement, nous n'aurons pas d'action collective. Donc moi, je sens pas le brouhaha, je sens beaucoup de travail sur un laps de temps qui est forcément ramassé, qui est le temps d'un ministre. Et donc, j'ai pas le temps de me poser ce type de questions. Alors, il y a tout de même quand même des avis partagés, Madame la Ministre, sur l'état financier des universités. Vous entendez, vous, et c'est sans doute bien sûr votre rôle, rassurer, mais le premier syndicat du secteur, le STESUP, trouve votre discours pas... Si je les cite réellement, ils disent que votre discours est lénifiant. Mais bon, il y a tout de même, effectivement, des soucis. 15 universités sur 76 devraient être en déficit cette année, contre 17 en 2012, et parmi celles-ci, 3 risquent de connaître une situation qui est très critique cette année, et le verdict ne sera connu qu'en juin 2014. Montpellier 3, Marne-la-Vallée et Le Mans, contre 4 l'année précédente. Bon, l'état des universités n'est pas très brillant, et d'aucuns l'imputent ça, au fond, depuis qu'on leur a donné leur autonomie financière. Geneviève Fioraso, comment vous... Bon, la situation est quand même critique pour vraiment beaucoup de facs. Alors d'abord, l'autonomie, elle est consubstantielle à la culture de l'université. Et depuis leur création au Moyen-Âge, les universités sont autonomes. Ce qui a été opéré par la loi LRU de mes prédécesseurs, en 2007, c'est en réalité la déconcentration des fonds. Donc les universités se sont retrouvées tout à coup à avoir des budgets un peu artificiellement multipliés par 10 environ, sans accompagnement dans la gestion, sans aucune conduite du changement. N'importe quel établissement public ou privé aurait opéré de la même manière, c'est la faillite assurée. De plus, le transfert
de cette masse salariale s'était faite sans envisager du tout l'évolution de cette masse salariale. Donc je dis la même chose maintenant que ce que je disais quand j'étais dans l'opposition, c'est-à-dire que la façon dont ce transfert s'est opéré, les conditions dans lesquelles s'est opéré, laissaient présager des difficultés. Ces difficultés, je les ai constatées vraiment avec des tableaux Excel, avec des chiffres réels quand je suis arrivée en mai 2012, et nous avons immédiatement organisé une cellule d'ingénierie pour éviter de mettre sous tutelle les universités, ce qui était prévu par mes prédécesseurs. C'était assez infantilisant, c'est on transfère, vous saturez vos postes, personne ne le fait jamais dans aucune administration, donc ça veut dire qu'on remplit tous les postes. C'était pour inciter les universités à passer ce qu'on appelle en RCE, c'est-à-dire l'autonomie financière. Et puis ensuite vous vous débrouillez, on s'occupe pas de l'évolution, on n'a pas pris en compte un certain nombre de frais comme le GVT, le glissement vieillissement technicité. Bref, c'était l'irresponsabilité totale. Nous avons mis en place une équipe d'accompagnement au ministère, nous avons responsabilisé les recteurs et les universités, et nous avons redressé la situation d'universités qui étaient vraiment en déficit. Il y en avait 5 en double déficit l'an dernier, il y en a 3 qui vont l'être cette année. Les 15, c'est du prévisionnel. Je rappelle que l'an dernier, il y en avait une vingtaine qui étaient envisagées. Finalement, il y en a eu que 17 et pas celles qui l'avaient envisagé. Donc là aussi, il faut regarder les évolutions de très près. Les universités ne sont pas ruinées, tous les salaires seront payés, et nous demandons effectivement aux universités un effort de rationalisation, notamment dans leur offre de master, puisque nous avons aujourd'hui 11 000 parcours de master. Geneviève, 8h18, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. J'aurais bien aimé vous parler seulement, Madame la Ministre, des MOOC, ces plateformes de cours en ligne qui s'apprêtent en effet à révolutionner l'enseignement supérieur et dans le domaine desquels nous avons déjà pris un important retard, malgré quelques heureuses initiatives comme France Culture Plus ou les cours en ligne du Collège de France. La plateforme américaine gratuite Coursera annonce déjà plus de 5 millions d'inscrits. J'ai pu vérifier qu'il existait des cursus en français. Ils sont diffusés par l'Université de Genève. Le projet France Université Numérique devrait démarrer dès le mois de janvier, attendons de voir, mais chacun sait que les méthodes d'enseignement ne sortiront pas indemnes de cette métamorphose et que la question du modèle économique se posera très vite. Les grandes universités américaines sont des marques, nos grandes écoles et nos universités subiront leur concurrence et devront se réorganiser pour exister sur ce nouveau marché du savoir et de la formation, nous en reparlerons. Mais il y a l'actualité politique. Le gouvernement auquel vous appartenez a un problème de crédibilité. Il y avait la promesse électorale de faire reculer à 3% du PIB le déficit budgétaire dès 2013, proposition 11 du candidat François Hollande. Elle s'est avérée intenable. Il sera de l'ordre de 4%. Nous avons pourtant connu des hausses d'impôts sans précédent dans notre histoire récente, de l'ordre de 70 milliards entre 2011 et 2013. Elles ont porté le niveau des prélèvements obligatoires à 46% du PIB, un record absolu en Europe. Ainsi ont été amputés le pouvoir d'achat des ménages et la capacité d'investissement de nos entreprises, sans que cette ponction supplémentaire ne parvienne à faire sensiblement reculer les déficits. Plus grave, le rendement de l'impôt faiblit, plus on les augmente, moins ils rendent. Faudra-t-il les alourdir encore ? On se souvient que François Hollande avait promis une pause, mais que son Premier ministre l'a retardé d'1 an. La créativité fiscale de ce gouvernement semble sans limite. Pas 2 mois sans l'annonce d'une nouvelle surtaxe, écotaxe, élargissement d'assiette, rabotement. Le sommet venant d'être atteint avec l'impôt rétroactif envisagé sur les assurances-vie et les plans épargne-action qui risquent de dissuader les Français d'investir désormais dans leurs entreprises. La Bretagne est au bord de l'explosion sociale, les entreprises agroalimentaires ferment les unes après les autres dans une région où, comme dans beaucoup d'autres, il est presque impossible de retrouver du travail lorsqu'on a perdu le sien. Pas étonnant, le nombre de dépôts de bilan dans l'ensemble de la France n'a jamais été aussi élevé depuis 20 ans que durant le 3e trimestre de cette année, 12 790 faillites. Ce gouvernement connaît, on en a dit quelque chose tout à l'heure, une grave crise d'autorité. Que le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux aient des vues différentes sur le rôle respectif de la répression et de la prévention, ma foi, c'est un grand classique qu'on a vu rejouer pratiquement par chaque gouvernement, mais que Cécile Duflot, représentant dans votre gouvernement du principal allié du Parti socialiste,
accuse Manuel Valls d'être, je cite, allé au-delà de ce qui met en danger le pacte républicain, expression qui jusqu'alors était réservée aux dérapages verbaux du Front National, c'est autre chose. Cela démontre l'existence au sein de ce gouvernement de lignes politiques inconciliables. Cette polémique qui portait sur les Roms a bien bénéficié au ministre de l'Intérieur puisqu'elle en fait la personnalité politique préférée des Français, selon les sondages concordants de CSA, qui enregistre une hausse de 6 points pour Valls depuis ses déclarations à 57% et une baisse de 3 points pour Cécile Duflot à 29%. Et du CSA, le sondage donné tombé hier, donne à Manuel Valls 56% d'opinion favorable et en fait la personnalité politique préférée des Français, 6 points au-dessus du numéro 2 qui est Alain Juppé. Mais cette popularité du ministre de l'Intérieur ne protège ni le président de la République, 71% des Français portent un jugement défavorable sur son action, ni celle du Premier ministre, qui n'est soutenu que par 26% d'opinion positive. Crise d'autorité encore, dont témoigne la victoire lors des primaires de Marseille de la sénatrice Samia Ghali contre la candidate officielle, votre collègue du gouvernement, Marie-Arlette Carlotti. Je ne parlerai pas donc de l'affaire Leonarda, cela a été fait lors de la première partie de cet entretien. Alors, à votre poste, vous qui êtes en charge de l'université et de la recherche, vous avez pris sur l'amont de notre crise, la formation des futurs salariés français, condition de notre compétitivité. Mais pour ce qui est de l'actualité politique, ne croyez-vous pas que la sagesse conseillerait de procéder à un remaniement d'envergure, non pas après les municipales, mais bien avant? La chronique de Bruce Couturier sur franceculture.fr. Vaste programme, Geneviève Fioraso. Oui, j'aurais presque envie de lui dire la phrase de Woody Allen, moins par moins, ça va finir par faire plus. Je trouve que, à trop accentuer sur le bashing, pardonnez-moi cet anglicisme, mais j'assume l'article 2 de ma loi, et bien, on finit par perdre un peu de crédibilité aussi. Notre pays a des atouts, notre gouvernement a un cap, et il faut pas s'arrêter à l'écume des choses, et puis aucune majorité ne sera plus monolithique et le doigt sur la couture du pantalon. Je pense qu'il faut admettre aussi qu'il y a des débats, mais il faut les mener de façon adulte et il faut toujours mettre en perspective les actions que nous menons. C'est pour répondre tout à l'heure au brouhaha. Ne nous intéressons pas qu'au brouhaha. Regardons les actions de fond et le cap qui est donné. Alors peut-être faut-il donner davantage de visibilité au cap, mais encore faut-il qu'on s'y intéresse. Je vous donne un exemple qui n'est pas de mon domaine. Nous avons pour la première fois vendu des Airbus au Japon. C'est vraiment une opportunité économique formidable. Le Japon n'achetait que des Boeing. Il se trouve que j'étais au Japon pour une grande conférence, puis des visites dans les laboratoires et un renforcement de notre partenariat scientifique et sur le transfert avec le Japon. Le premier ministre japonais que j'ai rencontré à cette occasion m'a dit « C'est formidable pour vous, pour la France, je suis content de ce partenariat. Ce sont des commandes très importantes qui vont créer et conforter des milliers d'emplois dans les années à venir. C'est un élément extrêmement positif pour notre économie. » J'ai vu 3 lignes, je crois, dans les journaux. Vous voulez dire que les médias enregistrent les mauvaises nouvelles et jamais les bonnes? Je veux dire que c'est quand même intéressant aussi de dire les choses positives. Comment voulez-vous que nous soyons optimistes, que nous soyons combatifs, que nous soyons fiers de ce que nous sommes, parce que nous avons des éléments positifs dans notre pays. Nous avons une recherche d'une qualité formidable. Le boson de Higgs, c'est en partie le CERN tout de même. Nous avons eu Serge Haroche l'an dernier. Nous avons des gens comme Cédric Villani, Françoise Barré-Sinoussi. Moi, je travaille avec ces gens-là. Peut-être je suis un peu contaminée par leur qualité, mais enfin, c'est une bonne contamination pour le coup. Donc j'aimerais que vous soyez aussi, vous, un peu davantage contaminés par nos qualités. On a une qualité de vie, on a une qualité de protection sociale. Sachons valoriser aussi tout ça. Bon, pour parler du Japon et pour parler de vos déclarations au Japon, parce qu'il y a eu un petit peu plus quand même, il y a eu des dépêches, hein. Et pour parler de la mobilité des étudiants, vous avez dit au Japon qu'il était essentiel que les étudiants soient mobiles. Oui. Et pour continuer sur la métaphore du verre vide et du verre à moitié plein, la mobilité, on dit beaucoup que les étudiants sont très mobiles parce qu'en fait, ils vont chercher leur bonheur ailleurs parce qu'ils ne le trouvent pas en France. Donc là, je vous donne l'occasion de mettre en valeur le côté positif, naturellement. Alors, d'abord, les chiffres sont relativement constants. Quand on regarde la mobilité des étudiants, surtout après leur diplôme. Moi, je trouve extrêmement positif que les étudiants, avant leur diplôme, pendant leurs études ou après leur diplôme, aient une expérience à l'international. Ça augmente de 60% leur employabilité.
Ça, c'est une étude qui le montre. Le fait d'avoir une expérience à l'international. Tous les parcours professionnels intéressants, tous les parcours scientifiques intéressants sont des parcours à l'international. Et finalement, que l'on reste dans les pays parce qu'on peut s'y attacher ou que l'on revienne, c'est la même chose. Si on revient en France, on revient avec une expérience enrichie par d'autres cultures. Donc, on en fait bénéficier la France. C'est une idée. Et si bon, c'est un peu un marronnier. Et si non, il y a un sondage qui montre que 70% des étudiants diplômés des grandes écoles préfèrent commencer leur carrière professionnelle à l'étranger. Attention. C'est quand même un signe d'exil frappant des élites quand même. Attention à ce sondage, c'est un souhait, ça n'est pas une réalité. Quand vous regardez les chiffres... c'est difficile de se faire embaucher à San Francisco, mais tout le monde en rêve. Non, mais quand vous regardez San Francisco ou Kyoto ou Séoul, quand vous regardez, ou l'Afrique, pourquoi pas, il faudrait qu'on s'intéresse un peu plus à l'Afrique. Mais surtout l'Afrique subsaharienne, francophone et les Maghreb, pour pas laisser ça à d'autres pays intéressés par les terres rares. Mais nous avons une relation plus riche tout de même que celle de l'intérêt des terres rares avec ces pays formidables. Donc quand on regarde les chiffres, en réalité, ça n'augmente pas. Donc ce sur quoi il faut s'interroger, c'est effectivement sur le fantasme de l'étranger, parce que on sent un pessimisme peut-être un peu trop fort en France. Mais en réalité, dans les faits, ça n'augmente pas. Et moi, je dis tant mieux s'ils vont à l'étranger, ce seront nos meilleurs ambassadeurs à l'étranger. Encore une fois, hier, j'ai décoré un chef d'entreprise qui a eu un parcours complètement à l'international. Dans sa réponse au discours que j'ai fait, il n'a cessé de parler de la France. Donc voilà, soyons fiers de ce que nous sommes. N'ayons pas un repli sur nous-mêmes et n'ayons pas une francophonie repliée sur elle-même. Il faut avoir une francophonie ouverte. La France, c'est le pays de l'universalité, c'est notre force principale. Agnès Benassi-Kéré. Oui, moi je voulais revenir à la France et donc Brice Couturier a parlé de la crise. Je voulais faire le lien avec vos responsabilités. Bien sûr, vous n'êtes pas ministre de l'économie ni du redressement productif. Néanmoins, on sait que en période de crise, les étudiants restent plus longtemps à l'université, ce qui est logique. Il ne faut pas le voir forcément négativement. J'ai regardé les chiffres sur votre site internet, et en particulier, par exemple, les demandes de bourses de thèse, CIFRE, c'est-à-dire les thèses qui sont réalisées en entreprise. À une époque où on valorise énormément la recherche en entreprise, on dit qu'il n'y en a pas assez. Bon, il y a une explosion du nombre de demandes et il y a un rationnement énorme. Alors, on pourrait dire, c'est des emplois déguisés, mais je voulais voir comment tirer profit finalement d'une crise pour préparer l'avenir. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter drastiquement les possibilités de faire ces thèses en entreprise, de manière à préparer l'avenir de ces entreprises lorsque les marchés s'ouvriront de nouveau, qu'elles aient un personnel de recherche qualifié qui puisse répondre à cette demande. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une frilosité du ministère par rapport à ces coups d'accordéon qui peuvent en réalité nous aider à préparer l'avenir? Geneviève Furazo. Il y a une adhésion totale aux thèses faites en CIFRE. Ce sont des conventions, ce que j'appelle moi les thèses en alternance, avec des conventions entre les entreprises et puis les établissements universitaires. Et c'est géré par l'ANRT, l'Agence nationale de la recherche technologique, dirigée par Denis Randé, présidée par Luc Courcel. Je soutiens à 100% les conventions CIFRE et j'ai évité des coupes sombres dans les budgets. Il y a un maintien alors que ça avait été diminué lors du précédent quinquennat. Nous avons maintenu l'effort et même nous l'avons légèrement amplifié pour les conventions CIFRE. Mais les demandes ont explosé. Oui, bien sûr, mais enfin, déjà, c'est mieux que mes prédécesseurs qui avaient supprimé mécaniquement 5% des conventions CIFRE. C'est un des objectifs, c'est de les multiplier. Pourquoi ? Moi-même, j'ai travaillé 6 ans à la direction dans une équipe de direction d'une start-up où j'ai vu quatre conventions CIFRE, donc ces thèses en alternance, qui bénéficient pour plus de 50% à des PMI, PME ou des entreprises de taille intermédiaire qui, sans cette procédure, effectivement, n'auraient pas forcément accueilli des doctorants. Donc j'y suis tout à fait favorable et l'un de nos objectifs, c'est de continuer ce mouvement d'amplification. Mais dans les contraintes budgétaires actuelles, nous avons privilégié la réussite étudiante avec 458 millions d'euros pour les bourses étudiantes. Eh oui, mais les conditions de vie des étudiants conditionnent directement leur réussite. Et nous avons privilégié la réussite en premier cycle à l'université avec l'orientation avant l'entrée à l'université et avec la création de 1000 postes par an pendant tout le quinquennat. Ça fait 5000 postes fléché sur la réussite étudiante en premier cycle, l'innovation pédagogique, bref, tout ce qui aujourd'hui doit remplacer les parcours parfois un peu trop erratiques dans le premier cycle des étudiants. Pour autant,
encore une fois, les thèses en chiffres, non seulement n'ont pas diminué, mais ont légèrement augmenté, et nous voulons continuer ce mouvement. J'y suis très attentive, je l'ai vécu moi-même, c'est très bénéfique. Oui, mais vous êtes en train Agnès de dire quand Benassi-Carré. même que vous avez arbitré plus de bourses en première, en licence, y compris dans des filières comme le sport, où il est bien connu qu'il y a très peu de débouchés par rapport au nombre d'étudiants qui veulent y aller. Donc c'est un choix, c'est un arbitrage. Hein. Non, Et donc ça n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons privilégié la réussite étudiante, parce que dans un budget sérieux et dans la période actuelle, on ne peut pas avoir toutes les priorités. Pour autant, les chiffres, dans la mesure où ils ont légèrement augmenté, c'est une priorité également affichée. J'ai aussi lancé un certain nombre de projets partenariaux via l'ANR entre des PMI, PME et des laboratoires publics, sans projet, ça s'appelle l'APCOM. L'Agence nationale de la recherche, des projets partenariaux entre la recherche publique, les PMI, PME, pour diffuser davantage d'innovation. Mise en place des plateformes technologiques dans 5 grandes métropoles, et y compris en Lorraine, nous y travaillons actuellement avec le CEA, ça s'appelle CEA Tech, pour diffuser de l'innovation. Donc sur la diffusion de l'innovation et le confortement et même le développement d'emplois à court terme, la loi a pris toute sa part et nous avons engagé des actions. Il n'y a pas que les chiffres, même si, encore une fois, nous avons amplifié les chiffres. Sûrement pas suffisamment, mais dans la période, le fait de ne pas diminuer, même d'augmenter, c'est tout de même aussi une priorité. Mais la réussite étudiante, c'est aussi extrêmement important. La jeunesse, s'intéresser à la jeunesse, ça veut dire s'intéresser à son avenir et faire en sorte que les étudiants étudient dans des conditions de vie qui soient décentes. Ça veut dire construire des logements, 40 000 logements étudiants dans le quinquennat, on en a déjà identifié 30 000. Nous en avons livré 8 500 à cette rentrée. Un retard terrible pris par mes prédécesseurs. Ce sont également les bourses, et je l'assume complètement. Et quand vous dites, vous laissez les étudiants s'engouffrer dans des filières dans lesquelles il n'y a pas de débouchés, ce n'est pas vrai. Plutôt, nous voulons renverser cette tendance en insistant sur l'orientation, une orientation informée dès les années lycée, et nous mettons en place cette orientation. Par ailleurs, les élèves qui sortent des STAPS trouvent un travail, mais ils trouvent un travail qui ne correspond pas forcément à leur formation, qui peut être déqualifié par rapport à leur formation, et c'est pourquoi j'ai inscrit dans la loi le fait d'informer sur les débouchés les élèves au moment de leur orientation et même avant leur orientation, qu'ils choisissent leur orientation en toute connaissance de cause, et qu'ils soient bien informés sur les filières qui aujourd'hui sont bouchées. Et c'est pour ça que nous n'amplifions pas non plus ces filières, comme cela a été demandé par certains enseignants ou par certains présidents d'université, qui disent mais ouvrez davantage ces filières. Non, nous ne voulons pas ouvrir des filières qui aujourd'hui sont déjà encombrées. Nous voulons au contraire, en amont, mieux orienter les étudiants. Et ouvrir ces filières, ça n'est pas une bonne réponse. Alors, Madame la Ministre, vous avez annoncé le 2 octobre, en compagnie notamment de Fleur Pellerin et de Yasmina Benguigui, ce grand plan numérique pour l'université, le FUN, France Université Numérique, la première plateforme nationale de MOOC, comme on dit en français, Massive Open Online Courses. Autrement dit, des cours en ligne ouverts et massifs, si j'essaie de bien traduire. Le site devrait être totalement opérationnel, même si on peut déjà le consulter en janvier. Il y a déjà des établissements comme HEC, Polytechnique, Centrale Paris, ou les universités de Bordeaux 3, Montpellier 2, la Sorbonne, Paris-Cité, bref, une vingtaine de cours démarreront en janvier. Vous avez dit qu'il fallait au fond rattraper le retard qui est le nôtre par rapport à des plateformes déjà au fond très installées, comme celle de Coursera aux États-Unis ou Future Learn au Royaume-Uni. Mais enfin, tout de même, le syndicat professionnel des entreprises de services numériques, le Syntec, a regretté, lui, qu'on ait un MOOC d'État. Il y aura pas de MOOC, de Gosplan du MOOC. Alors d'abord, on m'avait demandé d'appeler ça les CLOM, les cours en ligne ouverts et massifs. Bon, dans la mesure où le terme MOOC est déjà parti et connu et approprié par vous me direz que des enseignants et des étudiants. On peut franciser en MOOC. On peut dire les MOOC, pourquoi pas, mais MOOC, c'est pas formidable comme connotation. Et vous me direz qu'il y a aussi les flottes à l'ENS, c'est la formation en ligne ouverte à tous, le flotte. Oui. Bon. C'est Monsieur Mazard, le président de l'ENS, qui m'a suggéré ça. Mais voilà, les CLOM, j'ai trouvé que c'était pas très sexy. Donc, alors fun. Si vous voulez bien, voilà, fun. Et fun, j'espère que ça va devenir fun-y, c'est-à-dire amplifié au niveau de l'Europe, puisqu'il y a des initiatives européennes qu'il faudra harmoniser. L'idée, c'est de ne pas se laisser imposer un modèle anglo-saxon qui est déjà très en avance, mais c'est pas parce
qu'ils ont pris un peu d'avance qu'il faut renoncer à développer un modèle français et un modèle européen. Je crois que nos systèmes d'enseignement sont différents du modèle anglo-saxon. Il faut aussi savoir l'assumer et il faut développer des outils qui nous soient adaptés. Alors ce ne sera ni le Gosplan, ni une usine à gaz. Il n'est pas question que nous transformions le ministère en geek ou en start-up administrée. Ça n'est pas le sujet. Oui. Nous voulons simplement aujourd'hui mettre en place une structure qui d'ailleurs sera une plateforme expérimentale. Ensuite, elle se professionnalisera davantage, qui permettent justement aux startups et aux entreprises de services informatiques, mais surtout aux éditeurs, à tous ceux qui s'intéressent au contenu, qui leur permettent de s'accrocher à une plateforme. Aujourd'hui, il y a des initiatives un peu disparates, un peu saupoudrées, et rien finalement qui permette de les mutualiser. Donc nous n'allons pas développer nous-mêmes de cours qui seraient imposés à l'ensemble du territoire. Ça ne marchera pas. Ça ne marche jamais, ce genre d'initiative. J'ai travaillé 6 ans dans une entreprise de logiciels. Je connais assez bien le sujet et donc nous avons rencontré depuis Monsieur Manouani et nous avons éclairci ce malentendu et nous sommes allés ensemble à l'université Pierre et Marie Curie où il y a des formations à l'informatique qui fonctionnent très bien à l'université. Malheureusement, très peu de filles. Ouais. Alors, 35 garçons dans ces classes de master, 3 filles, 2 Algériennes, 1 Syrienne. Donc je dis aux jeunes filles de notre pays, allez faire de l'informatique. C'est fun, c'est créatif, il y a des débouchés. Ces étudiants en master sont embauchés avant même d'avoir terminé leur master. Alors, 98% d'employabilité, d'insertion. Ce que vous dites là, Madame la Ministre, n'est pas paradoxal. L'article hier du Monde.fr révèle qu'au fond, tout de même, la plateforme des cours en ligne de Fun est la même elle s'appuie sur la même qui s'occupe au fond des universités américaines comme Harvard. C'est la fameuse technologie EDX, et qui est aussi celle, au fond, de Coursera, ce MOOC déjà très fameux. Alors, le landerneau numérique français révèle Le Monde. C'est tout de même émuant en se demandant pourquoi on avait fait appel à la technologie qui sert déjà à Google, enfin qui est celle de Google pour la plateforme américaine, et pourquoi elle n'a pas demandé à des startups françaises de s'occuper justement de la gestion, on va dire, technique de Fun. Alors, aujourd'hui, nous en sommes, la démarche est la suivante, nous en sommes à la mise en place d'une plateforme expérimentale pour montrer notre volonté justement de développer ensuite des partenariats publics-privés pour enrichir les contenus. Mais il fallait qu'il y ait une impulsion au niveau national. Après, les partenariats se feront entre les universités et les éditeurs privés. Nous avons, comme nous voulions aller vite, nous avons travaillé avec l'INRIA, nous avons travaillé avec Capgemini, organisme public de recherche l'INRIA, Capgemini, entreprise française, et nous avons pris la structure expérimentale, encore une fois, qui nous paraissait la plus opérationnelle, moi je suis pas une experte, qui paraissait à ces experts la plus opérationnelle. Ça n'est absolument pas définitif, mais il se trouve que s'il y a un retard au niveau de l'impulsion publique en France, il y a aussi un retard au niveau du développement, c'est absolument concomitant. Il y a un retard au niveau des développements, donc c'est pour ça que nous avons pris la plateforme, le système technique le plus en pointe. Mais c'est simplement pour faire la preuve du concept. Et ensuite, j'espère bien que cette impulsion nationale, en suscitant des besoins, des demandes et des partenariats publics-privés, va nous permettre d'avoir une solution française. D'ailleurs, nous allons bénéficier d'un fonds de 12 millions d'euros, puisque on ne m'a pas posé la question des moyens, du programme d'investissement d'avenir. Première vague. Ensuite, j'espère amplifier cet effort avec, je l'ai dit, des fonds européens, puisque l'Europe est à l'affût d'expérimentation de ce type. Et à ce moment-là, nous aurons une solution européenne et, je l'espère bien, française. Mais là, 12 millions d'euros. Là, nous sommes dans la preuve du concept. Et 500 emplois. Je dis que le président de l'université de Georgetown évaluait récemment le coût d'un MOOC à $100,000. Est-ce qu'on n'est pas très très loin du compte quand même? Oui, mais nous démarrons et encore une fois, nous donnons l'impulsion. Ensuite, il y aura des partenariats publics-privés et puis il y aura d'autres contributions. Mais il faut bien démarrer. Ce serait irresponsable de démarrer une expérimentation avec la solution technique qui a été préconisée par tous et qui est la plus disponible et qui, encore une fois, sera remplacée par des solutions qui seront des solutions plus nationales. Et il faut y aller pas à pas. Sinon, ce serait du gaspillage. Vous rassurez Loïc Rivière, qui dans Le Monde, Loïc Rivière, délégué général de l'Association française des éditeurs de logiciels et solutions Internet, qui disait, c'est un pied de nez au Made in France. Non, absolument pas. Absolument pas.
Alors la philosophie des mots. D'ailleurs, lisez ce que dit Guy Manoumani, le président de Syntec, qui dit que effectivement, ça a été lancé en expérimentation, mais qu'il y aura bien des partenariats et que l'idée, c'est bien de développer une offre française. Et cette offre, ce ne sera pas une offre ministérielle, ce sera une offre conjointe des universités et des établissements d'enseignement supérieur et des start-up et des éditeurs. Avec l'accompagnement toujours de Capgemini et de l'INRIA. Alors, est-ce que, cela dit, sur la philosophie de ce que les gens ne savent pas de ce que c'est qu'un MOOC, c'est dans des cours filmés, presque un peu mis en scène, on va dire, dans tous les domaines qui permettent de s'instruire, comme si on allait à la fac, sauf qu'on est chez soi, devant son ordinateur, et qu'il y a des filières de ces MOOC, de ces cours-là, qui sont certifiés, qui donneront droit à un certificat, à un diplôme, par cet enseignement-là, on va dire à distance. C'est la bonne vieille formule de l'enseignement à distance. Mais quelle est sa finalité réelle ? On dit au fond qu'il s'agirait de désengorger l'université et les amphis trop pleins que de proposer notamment cette question d'enseignement à distance par MOOC. Mais pourquoi voir le mal partout ? Ah non, mais c'est pas le mal. Certains disent ça va désengorger. Permettre de dire du bien. Ça va désengorger les amphis. Merci, c'est gentil. Ça va désengorger les amphis. Moi, je crois qu'on peut plus enseigner aujourd'hui comme on enseignait il y a 10 ou 20 ans. Toutes les classes d'âge qui arrivent aujourd'hui à l'université ou dans des écoles sont ce qu'on appelle en bon français des digital natives, des gens qui sont nés avec le numérique. Et c'est une façon quand même différente d'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus besoin d'enseignants, au contraire, mais ça veut dire aussi qu'on pourra effectivement s'épargner des cours en amphi surchargés, notamment pour les premières années. Moi, je suis très pragmatique. Je fais le tour depuis 1 an et demi, je fais le tour des universités françaises, quelle que soit leur taille. Quand je vois des jeunes qui vont en IUT avec un bac mention bien, bac S mention bien, et que je les interroge, ils me disent tous, on va pas à l'université parce qu'ils vont à l'IUT en sachant qu'ils vont pas s'arrêter à bac plus 2, mais qu'ils vont continuer ensuite. Donc c'est une stratégie de contournement, en réalité, des 2 premières années à l'université. Ils disent tous, ils se voient comme le petit bonhomme de 100p, tout seul au milieu d'une foule, dans un amphi, perdu, sans prof repère, sans classe, et ils disent, je ne suis pas assez mature pour aller à l'université. D'abord, je leur dis, le fait que vous disiez cela, ça veut dire que vous êtes quand même assez mûr, parce que vous analysez la situation, mais l'image que vous avez de l'université n'est pas la bonne. Partout sur le territoire, moi je vois des TD, des cours davantage personnalisés, et le numérique va nous aider à avoir des cours davantage personnalisés. Pour autant, le jeune ne sera pas forcément tout seul avec sa clé USB pour prendre connaissance du cours théorique. Ça aussi, c'est une image mais ça veut dire que qui est fausse. Les vrais parce que moi, partenaires... je les ai vus sur le terrain, ils sont ensemble dans des salles, pas seulement à regarder des cours théoriques, mais aussi à s'auto-évaluer, à regarder quels sont leurs manques, à avoir des liens pour compléter l'apprentissage de leurs cours. Et ensuite, ils ont des plages dédiées de temps où ils peuvent communiquer avec leurs enseignants de façon interactive, mais aussi où ils rencontrent leurs enseignants en plus petite configuration. Et là, ils ont un enseignement plus personnalisé. Moi, j'ai expérimenté comme prof. Vous avez des jeunes avec des tablettes en face de vous, vous donnez un chiffre et ils vous interrompent et ils vous disent « moi, j'ai pas le même ». Donc, ils disent « en gros, vous avez tort ». Donc, ça donne lieu à des dialogues qui sont des dialogues différents. Et du coup, on parle discernement, on parle qu'est-ce qui compose un chiffre, comment on peut tordre un chiffre dans tous les sens, comment on peut l'interpréter. Voilà, c'est une façon différente d'enseigner. Mise en orbite totale et réelle en janvier pour Fun. Oui, mais pas total et réel. Là aussi, on n'est pas dans le tout ou rien. Ça va se faire progressivement. Voilà. Il n'y a pas de diplomation. Il n'y en a pas non plus aux États-Unis. Voilà. Personne n'est diplômé pour l'instant au monde. Il n'y a pas de diplôme aux États-Unis. Il y a des certificats. Mais c'est différent, oui, la certification de la diplomation. Et sur la diplomation, aux États-Unis, ils n'ont pas encore trouvé de modèle. Et j'ai vu mon homologue de la recherche aux États-Unis, qui est un ancien prof émérite du MIT, Monsieur Moniz, et on a décidé de travailler ensemble pour voir justement comment on pouvait diplômer sans dénaturer l'offre de l'université. Donc tout ça sont des problèmes compliqués, il faut les prendre un par un, il faut y aller pas à pas, il n'y aura pas des milliards d'euros tout de suite parce que ce serait inutile, donc les 12 millions suffiront et on va développer une offre française en partenariat public-privé. Ah ben...